Je vais mettre au voix, si vous le permettez, l'adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2022 ainsi que le compte rendu des décisions. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. L'absence de convocation, vous avez parlé dans le précédent compte rendu des précédents conseils que vous convoqueriez les conseils de secteur au mois d'octobre. Pour l'instant, je n'ai pas vu de convocation, en tout cas dans mon secteur. Cette absence de convocation, malgré les promesses... Tenez. On me dit qu'il y a un conseil de secteur ce soir. Oui, un. Ah, oui. Un après l'autre. Je vous avais dit en octobre, on est toujours en octobre. Ce soir, le conseil de secteur siégera. Mais ça vous fait craindre quand même le fait qu'il y en ait si peu, que la ville n'a pas vraiment envie de faire vivre la démocratie. Oh non, mais dites-moi, monsieur le roi, on est déjà pris, mes élus, et d'ailleurs des élus de l'opposition sont présents, il y a déjà en moyenne 2 CIL par semaine. Donc on est dans les quartiers, voilà, et les CIL font vivre la démocratie. Donc il y a, monsieur le roi, également, toutes les semaines, des permanences d'élus de la majorité, dans tous les quartiers. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on ne veut pas faire vivre la démocratie. Voilà. D'ailleurs, ces élus me disent toujours, et ils siègent dans les mairies de secteur, ils y restent toute la matinée, à la disposition de tous les citoyens. Donc, 2 CIL par semaine, et là on va faire, comme vous l'avez dit, le conseil de secteur en octobre, on est encore en octobre, ce soir il y a un conseil de secteur. Les Toulonnais ne nous reprochent pas de ne pas faire vivre la démocratie. Que vous nous fassiez le reproche, c'est votre droit, mais on est sur le terrain, on est sur le territoire, et moi-même, je pense que les conseils de secteur... Moi-même, je ne fais pas de permanence, mais je peux vous assurer que je me déplace dans tous les quartiers. Ça me fait une trompette, je n'ai pas besoin de mettre un écriteau, les gens viennent vers moi et discutent avec moi. Je le fais naturellement. Donc, qu'on ne fasse pas vivre la démocratie, c'est votre opinion, mais ce n'est pas l'opinion des Toulonnaises et des Toulonnais. Le conseil des secteurs, c'est différent, ça fait vivre des gens ensemble, ça fait travailler l'intelligence collective. Et les CIL, ce soir. Vous venez ce soir au conseil des secteurs? C'est pas le mien, mais je viendrai si vous m'y invitez. Ben voilà, oh là là, on vous y invite volontiers. C'est vrai. Vous êtes toujours le bienvenu à partir du moment où vous êtes conseiller municipal de la ville de Toulon. Vous pouvez assister à toutes les réunions programmées par la ville de Toulon, c'est votre droit. J'y serai. Ben voilà. Je vous en remercie. Bien, allez, je mets au voie le procès-verbal de la séance du 23 septembre ainsi que le compte rendu des décisions, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Ils sont adoptés. Si je vous montrais les présents dans les CIL, vous seriez étonnés. On est souvent seul. Non mais, monsieur le maire, Voilà. non, mais, juste là-dessus, on Vous reprend, voulez pas que... non, mais on reprend le débat qu'on a eu avant. On peut, si à un moment l'information Vous pouvez redescend à vous tous pouvez. les élus qu'il y a bien l'Assemblée Générale de tel CIL, c'est plus simple pour nous de savoir plutôt que par le radio-trottoir. Puisque vous avez les dates de toutes les réunions d'Assemblée Générale de CIL qui convoquent la présence des élus, n'hésitez pas à les communiquer à tous les élus. Monsieur Navarade, vous savez que fidèle à la démocratie, c'est pas la ville qui invite au CIL, c'est les CIL qui invitent. Donc, la ville, voilà, c'est pas nous qui invitons. Et vous savez que les CIL envoient l'invitation à, effectivement, l'élu en charge des CIL, ce qui est tout à fait normal. Mais si à un moment l'information ne redescend jamais auprès de tous les élus, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qui est pas, c'est votre choix, le vase clos. Si à un moment l'élu en charge des CIL transmet à tous les élus municipaux les dates d'assemblée générale quand elle les reçoit, ou il les reçoit, elle les reçoit en l'espèce, on le sait. C'est plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on y sera tout le temps. Ça fait 22 ans que je siège dans cette assemblée. Je sais ce qui se passe dans les CIL. Et pas trop de monde, pas trop d'élus dans les CIL. Alors, bon, ça va. Parce qu'on n'est pas prévenu. Allez. Bien. Allez, si vous voulez, on passe à l'ordre du jour. Ressources humaines. Et je passe la parole à Madame Massy. Merci, Monsieur le maire. Alors, la première délibération, c'est l'indemnité
l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation d'activité. En fait, pour les agents contractuels, les réglementations prévoyaient l'indemnité des congés annuels, mais pas pour les agents de la fonction publique. La jurisprudence la loi a revu ça, et donc désormais les congés annuels non pris en raison d'arrêt ou maladie doivent être indemnisés. On appliquera la loi. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. La suivante, je vais. Oui, c'est une demande de remise gracieuse formulée par un agent. En effet, cet agent a bénéficié d'un arrêt de travail au titre d'un accident de travail en date du 24 novembre 2020, qui a été reconnu imputable au service. Or, le temps de la saisine de la commission de réforme, cette dernière n'a statué que le 27 janvier 2022, bien entendu à cause du Covid, et lors de cette séance, elle a indiqué que l'agent était consolidé à partir du 22 février 2021. Et que les arrêts à compter du 23 février 2021 ne faisaient aucun lien avec l'accident de travail. Donc l'agent devait être redevable d'une somme de 1031,19 et je vous demande la remise gracieuse pour cette année. Pas de remarques, mes chers collègues, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. La 3. Oui, la 3, c'est l'augmentation du nombre de vacations de l'agronome, toujours à cause de l'épidémie de Covid. Elle n'a pas pu finir son travail dans les temps et donc on demande une prolongation de 6 mois. Qui est favorable? Défavorable? Abstention? C'est adopté et je vous en remercie. La 4. La 4, c'est la modification des prestations d'action sociale pour le personnel avec deux titres. Alors, la première, c'est les tickets restaurants qui vont passer de 7 € à 9,20 € et on rajoute la santé, une prise en charge de la participation de l'employeur à la complémentaire santé à hauteur de 13 € par mois. Qui est favorable? Défavorable? Abstention? C'est adopté. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Cavana. Merci Monsieur le maire. Nous commençons avec une décision modificative. Vous le savez, ce type de document permet d'ajuster les crédits prévus au budget comme OBS. Il suffit de voler le fonctionnement avec de nouvelles dépenses pour un montant de 3,6 millions, liées d'abord à l'augmentation du point d'indice ainsi qu'à l'inflation sur les prix de l'énergie et la reprise de provisions concernant le contentieux Vinci. Et en investissement, ce sont des restitutions de crédit du fait d'opérations qui n'ont pas pu être réalisées en 2022. Qui est favorable à cette PM, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. La suivante. La suivante étant de volets, c'est tout d'abord l'approbation du CRAC présenté par VAD. On peut relever l'importance des interventions au niveau des travaux, puisqu'on a pu réaliser le parc paysager de la Louvière, on a renforcé le périmètre des Halles. Au niveau du développement économique et commercial, ce sont plus de 400 commerces qui ont été accompagnés et 44 commerces nouvellement créés. Des interventions dans le domaine aussi de l'habitat, puisque 611 logements ont déjà fait l'objet d'une amélioration. Et puis le deuxième volet, c'est la convention de gestion passée avec la métropole, puisque la ville verse ses participations à VAD et la métropole la rembourse ensuite au titre des compétences qui ont été transférées. Et à Montéti aussi, bien sûr, dans le cadre des travaux réalisés. Mes chers collègues, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté et je vous en remercie. Robert, la suivante. C'est la présentation des rapports annuels des représentants de la ville au sein de deux sociétés, la SPL Méditerranée et VAD, dont vient d'évoquer. Bon, vous savez, la SPL Méditerranée, la ville a émis le souhait de céder sa participation, mais comme elle est toujours membre, elle reçoit le rapport de cette société. Quant à la société VAD, bon, l'essentiel à retenir est l'augmentation du capital par prélèvement sur le forçat pour les herbes, ce qui fait que le capital social passe de 3 millions d'euros à 6 millions d'euros. Vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous prendrons acte de cette délibération, telle que c'est prévu. Permettez-moi de revenir juste quelques instants sur la SPL Méditerranée. Depuis 3 ans, on a effectivement notifié que nous souhaitions céder nos parts. Nous n'y sommes pas arrivés.
nous n'y sommes pas parvenus. Les quelques cessions ou quelques rachats de parts qui ont eu lieu sont faibles. Là, on va en passer d'ailleurs une lors de ce conseil municipal. On a plus d'une centaine de parts. À chaque fois, c'est 5 ou 6 parts qui pourraient être vendues à ceux qui souhaitent intégrer la SPLM. La première question qui serait la mienne, c'est quelle est votre stratégie pour céder, j'ai bien compris du coup que vous souhaitiez céder toutes les parts en bloc, mais 6. Voilà, il y en a 6, effectivement. Donc, je crois que c'est votre stratégie. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être bon de commencer à les céder au fur et à mesure, parce qu'on pourrait peut-être tenir comme ça 10 ans. Et deuxième point, vous le savez, la SPLM est au cœur d'une affaire judiciaire. Le procureur est saisi d'une affaire. Il y a eu déjà un certain nombre d'observations, certaines qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes. Quelle est la position de la ville de Toulon sur ce litige? Et est-ce que la ville de Toulon, étant membre du conseil d'administration de cette structure, entendra prendre part à une procédure judiciaire si effectivement il y a poursuite? Je vous remercie. L'avis sur la procédure judiciaire, on attend qu'elle soit terminée. Et on prendra, selon le résultat de l'enquête, on prendra les mesures qui s'imposent, on prendra les décisions qui s'imposent. Mais aujourd'hui, il y a une enquête en cours, on attend la fin de l'enquête. On ne peut pas préjuger de ce que dira le juge. Quant à la demande de section du départ, c'est mettre le courrier au président lui disant que nous, on a créé une SPLM avec la métropole et les 3 grandes villes, la Seine, Toulon et Hyères. Donc, on n'avait plus lieu d'être dans cette SPLM. Voilà la raison pour laquelle, depuis 2 ans, on demande à ce que nos parts soient reprises. On ne participe plus, il n'y a plus d'action sur la ville à partir de cette SPLM. Voilà, c'est tout. Lorsqu'il y avait la communauté d'agglomération, ça avait du sens parce qu'on n'était pas organisé comme on est aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'être dans 2 ou 3 SPLM. Voilà. Après, sur le reste, M. Cavana vous a répondu. Bien. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie. Robert, tu poursuis. C'est la transmission pour information du compte administratif et du compte de gestion de la régie Toulon événements et congrès. Donc vous savez qu'elle a été remplacée en juin 2022 par la société publique locale. Il y a des bons programmes. Hier soir, il y avait une célèbre chanteuse de nuit qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée. Allez. La délibération suivante, elle est liée à la précédente, puisque c'est le versement d'une dotation de clôture à la régie qui a été supprimée en juin. Et lorsque l'on aura les chiffres complets au 31 décembre 2022, la ville procédera au versement d'une dotation de clôture. Voilà, ce qui nous permettra de clôturer, de passer et de partir sur la ville. Qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. C'est la signature d'une convention financière entre la métropole et la ville. Il y a un partage de compétences qui est effectué s'agissant de l'aménagement d'espaces urbains et de l'entretien des espaces publics. La métropole se substitue à la ville pour exécuter l'ensemble des marchés et en contrepartie, la métropole se voit rembourser par la ville les prestations faites ensemble. Oui, on a souhaité garder le jardin Alexandre Ier, le jardin d'acclimatation, la Florane, le terrain bijoué des plages de Mouriol, le jardin Médicus, le parc des oiseaux, le parc Pré-Sandin et les plages de Pipaldi, la Mitre, Cabron, Méjean et Fer à Cheval. Voilà. Les travaux sont faits par la métropole, on rembourse les travaux que fait la métropole. Ce sont des mesures comptables. Qui est favorable, Michel? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous en remercie. C'est la contrepartie de la délibération précédente sur la SPLM. Une commune adhère à la SPLM, c'est Evenos. On nous informe que la commune d'Evenos adhère à la SPLM. Ça ne change pas notre envie de sortir, nous. Voilà.
Oui, c'était d'ailleurs l'objet de la question, du coup je la réitère. Pourquoi est-ce que, donc pour adhérer à la SPLM, la commune d'Evnos achète des parts? Et est-ce qu'à un moment on ne se pose pas la question, encore une fois je comprends que vous souhaitiez voter en bloc, vendre en bloc toutes les parts d'un coup, mais est-ce qu'on ne pourrait pas au fur et à mesure, dès qu'une commune souhaite adhérer, que nous commencions nous à faire une cession des parts? Je ne sais pas qui cède les parts aujourd'hui, est-ce qu'il y a une augmentation de capital ou une cession de parts d'un autre membre? Mais est-ce qu'on ne peut pas commencer comme ça à céder une partie de nos parts, plus ou moins? Alors, écoutez, ce sont des achats chaque fois de 6 parts. Nous, on préfère tous céder en bloc pour ne pas avoir à tenir indéfiniment une comptabilité des parts cédées, des parts. Autrement, c'est de l'épicerie, quoi. Voilà. On préfère tous céder en bloc. On nous prend le part en bloc, puis on sort. Pourquoi nous, je ne pas moi, mais par l'autre. Si nous on veut sortir, on a moins vocation à garder les parts que les autres. C'est une stratégie, hein, mais... Il y a une majorité dans cette SPLM, et c'est la majorité qui décide qui achète, qui va. Voilà, c'est tout. Nous, on souhaite ne pas. Voilà. Et ils vont nous les racheter. Sans problème. On va sortir l'année. Voilà. Allez, pour Evenos, notre avis, je ne l'ai même pas. Oui, il faut voter. Voilà. Qui est favorable à la rentrée d'Evenos. Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Robert, la nuit. C'est la reprise de provision pour solder le contentieux qui nous opposait depuis de longues années à Vinci. Écoutez, un contentieux de 1988, on nous réclamait, et quand on est arrivé, on était très inquiets parce qu'on nous réclamait 43 millions d'euros. Voilà, M. Cavana me souffle à l'oreille, qu'au début, on s'est dit, si on pouvait négocier à 25 millions d'euros, et là, de procédure en procédure, on arrive à 5 millions d'euros, 5 millions 6, voilà, plus des intérêts. Donc je pense qu'il faut accepter et mettre fin à ce contentieux de 1988. Voilà. Donc, nous avions toujours provisionné de toute manière, et donc on va régler ces 5 millions plus des intérêts, et le reste de la provision, on le reversera au budget de la ville, voilà, c'est tout. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal, voilà. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Madame Pain. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'autoriser la signature des avenants aux conventions locales d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet abattement est prévu par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Cet abattement bénéficie aux bailleurs sociaux dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est-à-dire THM, Logirem, Habitat, Adoma et Eria, qui pour en bénéficier doivent justifier qu'ils ont mené des actions concrètes dans des secteurs qui sont parfaitement définis, notamment la qualité de service, la cohésion sociale ou l'amélioration du cadre de vie. Avant de passer la parole à M. Navarane, je signale que M. Mali est sorti de la salle et que M. Cavana, Mme Massy, M. Moreno, Mme Fortes et Mme Lévy ne participeront pas au vote, mais eux peuvent rester dans la salle. Je vais donner la parole à Mme Brunet, enfin je la redonnerai à M. Navarane. On a déjà entendu 3 fois M. Navarane, et même je ne peux pas me prendre. Merci. Donc notre intervention est liée à ce cadre de l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce patrimoine locatif social situé dans les pays. Nous approuvons bien sûr, ce n'est pas le sujet, la demande d'abattement qui est liée à des engagements de contrepartie de la part des bailleurs sociaux. Ces contreparties peuvent être de différents types, mais elles doivent profiter au cadre de vie et à la qualité de vie des habitants. Alors en examinant la ventilation de ces contreparties, dans les 5 postes qui l'organisent, nous voyons bien le travail effectué dans les quartiers et dans les bâtiments, mais nous déplorons un manque de sollicitation de leviers tournés vers la médiation sociale et l'écologie. Sur le poste du personnel, du soutien et de la formation des personnels,
Nous trouvons des lignes budgétaires telles que le gardiennage, la sécurité, la médiation et le développement social. Les sommes dévolues à ce poste sont très souvent minoritaires dans le budget total et surtout elles sont essentiellement fléchées sur des lignes de surveillance et de sécurité. Alors c'est un domaine évidemment essentiel, car la sécurité est un droit fondamental pour tous, mais il est regrettable qu'au moins à la même hauteur, nous ne puissions mobiliser des accompagnements sur la médiation sociale, la coordination interacteurs, ou des actions de prévention des conflits, puisque ces possibilités, elles existent, elles sont elles aussi des facteurs de sécurité. Sur le poste des travaux de remise en état, d'amélioration et de sécurisation, il y a bien des dépenses nécessaires, et le poste de sécurisation est un poste important. Et il est tout aussi important de permettre aux Toulonnais et aux Toulonnaises d'habiter un logement digne, et donc de prévoir sa rénovation. Il serait sans doute possible ici d'envisager des rénovations qui permettent en même temps des économies énergétiques, par exemple sur les éclairages, les portes ou fenêtres à remplacer. Est-ce que c'est une orientation qui est évoquée dans ces différentes lignes et dans quelle proportion ces rénovations prennent-elles en compte l'impact environnemental et énergétique? Il existe un poste de concertation, implication des locataires, renforcement de la végétalisation et de la biodiversité. Or celui-ci est tout à fait sous-représenté. Par exemple, à la Florane, il représente 1 000 € sur les 312 100 €, 0 € sur la gestion THM des QPV centre-ville. Il n'est clairement pas à la hauteur de l'enjeu démocratique et écologique, je suis désolée d'y revenir. Tandis qu'il pourrait devenir un instrument de l'implication citoyenne et éco-citoyenne, il est souvent peu mobilisé. Par exemple, un budget participatif des quartiers, des assises citoyennes dans chaque quartier QPV pourraient se tenir. Enfin, sur le poste de l'animation et du lien social, s'il représente un montant relativement important, il est souvent fléché sur l'entretien et la mise à disposition des locaux, ce qui est évidemment important, mais le budget qui correspond à cette mise à disposition des locaux diminue d'autant les actions en termes de lien social et d'animation. Pas d'action, par exemple, d'insertion ou à destination des jeunes, pourtant prévues par ces lignes budgétaires. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas de besoin dans ce domaine et dans un cadre plus large pour les festivités dans les quartiers, même si il y en a effectivement quelques-unes. Nous considérons donc que ces dispositifs qui permettent de mobiliser des actions sociales, écologiques et démocratiques pourraient être davantage mobilisés. Je vous remercie. Madame Brunet, c'est votre droit de dire effectivement que ce qui est fait est insuffisant et qu'il reste encore beaucoup à faire. Qu'il reste beaucoup à faire, on a les lignes policières, mais on a énormément fait, énormément dans les quartiers, croyez-moi. Robert Cabana va vous répondre, on fait du social, on prend en compte les réhabilitations, on végétalise chaque fois qu'on peut végétaliser dans les quartiers comme ailleurs. D'ailleurs, ça ne fait pas plaisir à M. Navarade, mais on est la ville la plus verte de France, c'est la vérité, j'ai un bilan bien complet. Donc, chaque fois qu'on peut planter un arbre, on plante un arbre. Chaque fois qu'on peut écouter, on écoute. Chaque fois qu'on peut faire du social, on le fait. Croyez-moi, mes élus sont à la disposition de la population. Pas besoin de faire des assises particulières. Il y a un conseil municipal, il y a des délégués qui ont effectivement des responsabilités sociales et autres. Sur l'animation, Madame Mondon est dans les quartiers, Madame de Palens s'occupe des associations. Je veux dire, on est présent. Je ne peux pas entendre dire qu'on n'est pas présent dans les quartiers, qu'on ne fait pas du social. Sur la réhabilitation de Toulon Habitat, je parlerai que de Toulon Habitat, M. Cabana va vous en parler, il a prédit. M. Mahali aurait pu le faire, mais il est sorti. Donc, voilà. Mais M. Cabana, qui a présidé pendant longtemps Toulon Habitat, va vous en parler. Enfin, je vous parle de lignes budgétaires. Moi, je ne dis pas que vous ne faites rien. Je vous dis que dans les lignes budgétaires, il y a des choses qui sont faites. Madame Brunet, quand on fait des actions, on les prend sur des lignes budgétaires. Absolument. Et donc là, elles y sont pas. Parce qu'on n'est pas d'ailleurs. On dégage d'autres lignes budgétaires. Monsieur, on pourrait vous parler du sport qui est fait dans les quartiers, on pourrait vous parler des efforts qui ont été faits pour réhabiliter les stades, pour soutenir les associations, pour écouter et faire du social dans les quartiers. Laurent pourrait vous en parler, comme chacun de mes élus peuvent en parler. Si on n'était pas présent dans les quartiers, je vais arrêter de parler de ça, mais
je crois que c'est dans les quartiers que, vous savez, le Toulonnais ne se trompe pas. Donc, on fait du travail dans les quartiers, Madame Brunel. On fait du social, on essaie d'être à la portée de nos concitoyens. On réhabilite, Madame nous a parlé, on réhabilite. On investit des millions d'euros pour réhabiliter des logements sociaux. Alors justement, il y avait une question sur la réhabilitation et la rénovation énergétique. Mais après, on vous a parlé. Sur l'énergie, je comptais que ça arrive à la délibération suivante, mais sur l'énergie, vous savez que Almo-Sud est un organisme agréé sur la surveillance de la qualité de l'air, qui travaille avec nous depuis 2007, c'est national. Il est constaté par Almo-Sud une tendance à la diminution des émissions entre 2007 et 2022 sur l'ensemble de la ville. Et aujourd'hui, on est en dessous des seuils réglementaires depuis quelques années. Je pourrais vous donner toutes les études avec les diminutions de 2007 à 2012 des normes, des PM2, du NH3, du SO2. Donc voilà, au point de vue énergétique, on fait du travail aussi. Là, je suis en train de vous parler d'un dispositif dans les quotidiens, vous voyez, un peu différent. Vous mélangez des choses et nous, on travaille par sectorisation. Je vous dis que chacun de mes délégués travaille dans les quartiers en fonction de sa délégation. Le social est assuré, le sport est assuré, l'écoute est assurée, les jeunes c'est assuré, les moins jeunes également. Voilà, on y est dans les quartiers, Madame Brunel. Et Robert parle de la réhabilitation de THM, qui l'a présidé pendant des années. C'est parce que M. Mahalli est sorti. Bon, tant pis, on aura que M. Oui. Oh, c'est pas gentil. Moi, je ne me permets pas de dire que vous êtes meilleur que Béda. Voilà. Je ne me permets pas. Mais moi non plus. Se permettre d'autres injures. Vous allez avoir la parole. Vous avez évoqué toute une série de domaines, entretien, réhabilitation, espace vert, etc. Oui. Mais la ville n'intervient qu'en complément. Vous semblez oublier les dizaines de millions d'euros qu'annuellement l'Office d'HLM consacre à ses missions. Pardon, laissez-moi terminer. Et c'est un premier chef son rôle. On parlait de réhabilitation, on a mis 28 millions à Beaucaire. On a un plan de sauvegarde du patrimoine de 110 millions d'euros sur 10 ans. Ce n'est qu'un complément, et c'est un complément important, puisque la ville est quand même le deuxième financeur après la carte des centres sociaux. On investit 1,6 million chaque année dans la politique de la ville, mais ça ne sont que des compléments du travail de l'office. Vous ne venez pas dire qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il n'y a pas d'espace vert, qu'il n'y a rien du tout. Alors, ça peut tout les citer. Monsieur Carvalhal, je n'ai absolument pas dit ça. Je commentais des lignes budgétaires. Ces lignes budgétaires sont révélatrices. Je peux le commenter. Oui, voilà. Vous pouvez tout faire. Alors, attendez, vous pouvez tout lire aussi. Il ne faut pas isoler, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, les choses. Les actions sportives ne sont pas réservées aux non-habitants de HLM. Évidemment. Donc tout le monde en profite. On ne peut pas tout mettre dans ces lignes budgétaires puisque les questions sont traitées par ailleurs. Oui, et on peut faire des choix, et c'est le cas, voilà. C'est ce que je commente. Mais non, ce sont des choix en complément des actions de l'Office d'HLM. Un complément. Voilà. Et pas des choix. Si je veux être un peu plus précis, l'Office d'HLM bénéficie d'un abattement sur la taxe foncière en contrepartie d'actions pour créer du lien social. Sachez que régulièrement, chaque année, on va au-delà du montant de l'abattement de la taxe foncière. Donc, je veux dire, nos critiques font un peu profit de ce que fait l'Office d'HLM, qui est d'ailleurs sa mission. Et il ne faut pas analyser ce qui se fait au niveau des sites HLM à l'aune de la participation complémentaire de la ville par rapport au montant beaucoup plus important que l'Office investit. On a un taux de satisfaction de près de 80% de puisque tous les 2 ans on fait une enquête. C'est donc que ça va moins mal que ce que vous semblez le dire. Madame Berger. Oui, monsieur le maire, on parle de ligne budgétaire, donc là il faut être clair, on est dans un dispositif d'État qui s'inscrit dans le cadre du contrat de ville, et ce sont des actions prévues par la loi, selon un cahier des charges très strict, c'est pas nous qui décidons d'attribuer tel poste sur l'animation ou sur la sécurité. Donc si les bailleurs sociaux répondent à ces critères-là qui sont définis par la loi, ils ont droit à cet abattement. Il n'est pas question de cela, bien entendu.
Cependant, dans ces lignes budgétaires, il y en a certaines qui sont surmobilisées et d'autres sous-mobilisées. C'est ce que je commande. C'est le choix des bailleurs sociaux, mais ils sont dans les Absolument, critères c'est de le la choix loi des et bailleurs bénéficient de leur abattement. Tout à fait. Bon, M. Navarre. Oui, je vous remercie. Monsieur le maire, on vient d'avoir un débat, là, j'entends, j'écoute, et vous avez d'ailleurs vous-même dit, hein, on met de l'argent dans les quartiers, on met beaucoup d'argent dans les quartiers. C'est un peu l'objet de mon intervention. En fait, on met tout le temps de l'argent, de par nos compétences, on travaille dans les quartiers, Oui, bien sûr. on investit. Mettre de l'argent, c'est pas beau. C'est On quartier. investit, ça veut dire on rénove les stades, on anime les centres de loisirs, on réhabilite, on s'occupe des écoles, voilà, on fait notre rôle, hein, on le fait. Et On le on fait. essaie de bien le faire. plus spécifiquement dans ces quartiers qu'ailleurs. On fait ailleurs aussi, On fait. mais on sait qu'il y a une politique particulière dans les quartiers. Elle s'appelle la politique de la ville, et là, en l'espèce, on est en train de débattre sur un mécanisme d'État que les maires activent, et tous les maires l'activent, pour un abattement de taxes foncières dans ces quartiers-là. C'est l'exemple typique d'une subvention supplémentaire dans ces quartiers-là, d'argent public supplémentaire spécifiquement dans ces quartiers-là, encadré par la loi, mais qui détermine que dans ces quartiers-là, il y a une problématique particulière. Sinon, on ne mettrait pas plus de moyens, on ne créerait pas un mécanisme supplémentaire pour aider ces quartiers-là. Ces quartiers, ça n'est pas la pauvreté qui détermine l'effort particulier, l'effort supplémentaire qui est fait. Parce que si on compare la pauvreté de ces quartiers avec d'autres zones, on ferait un abattement généralisé de la taxe foncière dans la Creuse, ou dans tous ces départements français, qui sont des départements en comparaison tout aussi pauvres que les quartiers populaires. Ces quartiers populaires sont les quartiers à forte pression d'immigration massive. J'ai un exemple très particulier qui est celui d'un de nos militants sur un marché qui se fait apostropher par un militant d'extrême gauche. Notre militant n'est pas français de naissance. Il est né au Maghreb. Il est français assimilé. Et il entend dans ce pays défendre la France. Et ce militant d'extrême gauche lui disait « Toi, ce que tu veux, une fois que tu es rentré, c'est fermer la porte aux autres. » Eh bien non. Ce que veulent dans ces quartiers-là, tous les Maghrébins qui se tiennent bien, tous ces Français qui ne sont pas forcément nés en France, mais qui sont devenus Français, ou même ces étrangers qui ont encore une nationalité étrangère, c'est vouloir vivre paisiblement. Mais il y a dans ces quartiers une telle pression de masse, d'immigration de masse, il n'est pas question des individus, mais des masses, eh bien qu'on ne peut plus s'en sortir, sauf à faire tout le temps des mécanismes et à mettre tout le temps de l'argent. Et dans ces quartiers, le pire, c'est qu'on cumule tous les problèmes, liés à chaque fois aux mêmes causes. D'ailleurs, le président de la République, quand je vous parlais de la Creuse, il a même décidé, pour éviter qu'il y ait trop de pression maintenant migratoire dans ces quartiers, de les envoyer dans les campagnes, les vagues d'immigration massive qu'on continue de vivre. Et dans ces quartiers, ce qui est encore plus insupportable, c'est quand il y a la suspicion. Et permettez-moi d'en terminer avec cela. Si nous dénonçons votre stratégie de politique de la ville, nous sommes aussi très inquiets de ce qui se passe dans les quartiers. Et l'actualité, elle est fournie de tout cela. Du trafic de drogue, des règlements de compte, et même des crapuleries. Et le dernier événement, c'est un article de Mediapart qui, c'est vrai, sur des soupçons qui ont déjà été abordés, j'ai moi-même parlé de la présidente de cette association de locataires qui est dans une procédure judiciaire. Il y a déjà eu des classements sans suite. Donc la justice a déjà donné un certain nombre de choix. J'essaye encore de faire confiance dans la justice de mon pays. Mais dans ce dernier article, ce qui est bluffant, c'est qu'il y a une dénonciation de triche massive dans le quartier de la Beaucaire, qui bénéficie de tous ces mécanismes, qui bénéficie de tous les millions de la politique de la ville, les millions d'euros de la politique de la ville. Et là, pour la première fois, et la présidente de cette association, et un de ses anciens adjoints, avec qui maintenant elle semble être en bisbille, les deux s'auto-accusent, s'accusent mutuellement, pas s'auto-accusent, de triche massive aux élections pour les représentants des habitants. Eh bien vous voyez, ce contexte, a priori, si la présidente dit c'est pas moi, c'est l'autre, et si l'autre dit c'est pas moi, c'est la présidente, eh bien les deux reconnaissent qu'il y a eu triche. Alors la justice est à nouveau saisie, mais il est insupportable qu'on continue comme cela à avoir ces situations et ces affichages qui jettent le trouble. Et encore une fois, si dans ces quartiers, on ne dit pas quel est le problème d'origine
qui encore une fois ne vient pas des gens, mais des masses, mais des vagues d'immigration massive, eh bien on ne réglera jamais les problèmes. C'est aussi ce devoir de vérité. On va délibérer pour avoir un abattement supplémentaire de la taxe foncière. On va continuer à subventionner toujours plus ces quartiers en comparaison à d'autres. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'y passe. Je vous remercie. J'aurais envie de vous répondre politiquement, mais je ne vais pas le faire. Je suis promis de rester sur la politique de la ville. Vous avez parlé de l'extrême gauche. Je suis l'actualité. Dans le temps, ils ont des alliances qui sont contre nature. Voilà. Alors, je me suis promis de ne pas faire de la politique, je ne le ferai pas. Tu voulais... Non. Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je voulais juste parler très simplement d'un exemple. Parce que là, vous avez parlé très largement de beaucoup de sujets, voire même mélangé pas mal de sujets. On va parler, je vais vous parler de l'avocat, on va y revenir à l'avocat, il n'y a aucun problème à revenir à l'avocat. Je vais vous parler de la ferme des Romarins, vous connaissez peut-être la ferme des Romarins. La ferme des Romarins, quand vous parlez de... 8000 par personne l'utilisent par semaine. 8000 personnes. Et quand on l'a fait, on m'a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Beaucaire n'a pas besoin de ça. 8000 personnes qui l'utilisent, des mamans, des enfants, des jeunes, qui jouent au foot, au rugby, qui font du skatepark, qui... Voilà. Donc, la ferme des Romarins. Voilà, ce sont des Toulonnais comme les autres. Alors, vous êtes partis sur l'immigration massive, toujours pareil. Bon, je me suis promis de rester calme, de ne pas parler de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de parler de la ville de Toulon. Mais, allez, il y aurait des choses à dire. La ferme des Romarins se situe en dessous de l'externat Saint-Joseph, de la Corbeille, que certains connaissent, et à côté du quartier de la Beaucaire. Vous parlez de certains quartiers en les identifiant, et en identifiant même ces quartiers par ceux qui, selon vous, y résident. La ferme des Romarins, c'est l'excellent exemple que ça ne marche pas comme ça dans les faits. À la ferme des Romarins, vous avez des Toulonnais en général, qui vont au skatepark, parce que c'est le plus gros skatepark de la ville, qui ne se demandent pas d'où ils viennent. Il y a un parc magnifique où les mamans viennent. Ils se croisent. C'est bien entretenu. À la fois ceux de l'externat Saint-Joseph et ceux de la Beaucaire, mais l'investissement de la ferme des Romarins, il se trouve qu'il est à proximité de ce que vous appelez un quartier politique de la ville. Et je vais aller plus loin. Quand vous parlez, s'il y avait effectivement, tout allait bien, ça serait pareil dans la côte. Mais c'est pareil dans la côte, ça s'appelle les ADRR. Moi, je peux vous en parler à d'autres titres. Quand l'Agence nationale du sport, que je représente sur la région pour toutes les collectivités, sur l'espace région, pas la région, a mis en place le plan 5000 équipements. Elle n'a pas mis un plan en place pour 5000 équipements dans les QPV. Il y avait deux catégories de communes qui pouvaient candidater. C'était les quartiers politiques de la ville et les zones rurales. Mais avec le même pourcentage d'accompagnement, pas parce qu'il y avait des gens différents dans ces endroits, parce qu'il y avait des manques, et pour compléter ces manques, il y avait des actions préterminées. Donc, vous avez tout à fait la légitimité de dire c'est parce qu'il y a plutôt un type de population qui a des problèmes. Moi, je ne pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que 0,5% de personnes, parasitent le fonctionnement de 99,5% des autres. Mais on ne peut pas identifier un quartier par les gens qui y résident. On ne peut pas mettre des murs et des cloisons entre les quartiers. Je crois que la ferme de Romarins, c'est un excellent exemple. C'est Toulon. Je m'excuse, c'est votre droit de... Mais j'ai une flash. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas... Merci. C'est pour vous faire tout avouer. Surtout que ça servait à rien. N'hésitez pas à me redemander. Pour le temps. Pardon. Oui, juste un mot sur la politique de la ville. C'est un peu facile de dire, monsieur le maire, c'est les masses, c'est pas les gens. La politique de la ville, c'est pas la panacée absolue, mais si elle n'était pas là, ça serait forcément beaucoup plus difficile au quotidien pour les gens, les Toulonnais qui vivent dans ces quartiers. On parle de la Beaucaire, c'est pas le seul QPV, mais vous avez effectivement, mon collègue le rappelle, des actions sur le sport. Vous avez également le Follet qui a installé le Beaucaire Concept, qui est quelque chose de magnifique, où les familles viennent maintenant pique-niquer. Vous avez des actions menées avec les écoles, notamment une pour aller observer la nature, les oiseaux, les KLPO. Vous avez un tissu associatif très riche qui va permettre aux enfants de bénéficier de soutien scolaire, aux mamans qui ont des difficultés de bénéficier de l'alphabétisation. C'est juste des exemples.
Mais on ne peut pas dire que c'est les masses qui posent problème. C'est un dispositif qui est prévu par la loi, ça n'est pas nous qui l'avons décidé, il faut être éligible pour être QPV, mais ça améliore quand même un petit peu le quotidien de ces gens. Et ce un petit peu-là, il justifie ce qu'on fait. Voilà, même si c'est pas parfait, et les problèmes des masses, M. Navaran, c'est pas le débat là aujourd'hui, on travaille pour les Toulonnais, nos concitoyens. Robert? Oui, M. Navaran, vous avez invité au conseil municipal Mediapart, qui est quand même assez loin de la politique et de la ville, mais vous avez utilisé les termes de suspicion de fraude, de bourrage massif des urnes, vous avez dit qu'une enquête était en cours, mais en même temps, vous avez dit qu'il y avait eu un classement sans suite. Donc, et que par ailleurs, vous nous avez indiqué que les protagonistes auraient reconnu le bourrage d'urne, tout en ayant, je le répète, un classement sans suite. Tout ça ne me paraît pas très cohérent. Maintenant, s'il y a une nouvelle procédure, on attendra la suite de cette nouvelle procédure. Mais tout ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a déjà eu un classement sans suite. Et que peut-être on verra qu'il y a beaucoup de bruit pour rien autour de cette affaire. Allez. S'éloigne de la politique de la ville. Pas que. Qui est favorable, mes chers collègues, à cette délibération? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie. Et on demande à M. Mali de rentrer, il va se demander ce qu'il se passe. Il s'est bien dit qu'il y avait Navaran au milieu. Il ne doit pas essayer qu'on l'a oublié. Vous n'allez pas oublier. Hein. On a été bavard. Voilà. Allez, Virginie, elle poursuit avec la 5201. Merci, monsieur le maire. La loi prévoit que chaque année, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent rendre compte de leur politique foncière. C'est ce que nous faisons par cette délibération. D'abord, en ce qui concerne les acquisitions amiables, la commune en 2021 n'en a pas réalisé. Le BAD, notre concessionnaire, a procédé essentiellement à des acquisitions dans le centre ancien, mais également à la Lumière. Deuxième point, les acquisitions par l'exercice du droit de préemption. Au titre du droit de préemption urbain, cette année, enfin pour 2021 plutôt, ni la commune ni le BAD n'ont réalisé d'acquisition. Enfin, en ce qui concerne les cessions immobilières, en 2021, la commune a procédé à un certain nombre de cessions qui ont fait l'objet des délibérations votées par ce conseil. BAD a également cédé des biens en centre-ville dans l'îlot Montéti. Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, conformément à la loi, vous présentez un tableau récapitulatif des cessions et acquisitions de la commune et de la société anonyme d'économie mixte VAR Développement Aménagement VAD. Nous sommes d'accord à tout le monde commun sur le principe de redynamisation et sur la participation du privé par l'intermédiaire de SCI. Après la gestion calamiteuse de la précédente société d'économie mixte et les pertes qu'ont dû assumer les collectivités, il fallait établir une stratégie efficace, saine économiquement et qui réponde aux besoins de réhabilitation dans la ville. Je parle bien de la ville, même si VAR Aménagement et Développement s'adresse plus généralement au département. C'est l'objectif affiché de la SEM et c'est bien. VAD, c'est la ville et la métropole. Oui, c'est Brognoles. Brognoles, c'est pas la métropole, Brognoles. Hein, voilà. Le bilan est assez satisfaisant en ce qui concerne certaines parties de la ville, surtout si on compare à la gestion des précédentes municipalités. Mais comme nous sommes attachés à notre ville et que nous voulons toujours mieux pour nos habitants, nous portons un regard critique au sens large, c'est-à-dire positif et négatif, sur l'action de VAD. Je le redis, le bilan dans certaines parties du centre est satisfaisant. Il nous apparaît cependant que nous pourrions avoir un débat sur la vision politique générale, sur la stratégie, les acquisitions, les ventes et l'utilisation des propriétés acquises. C'est notre principale réserve. Il nous semble que la visée urbanistique doit être plus amplement discutée avec les professionnels, mais aussi avec les habitants, les associations, les CIL, les fameux conseils de secteur qui seront réunis et les élus, y compris ceux d'opposition. Les tableaux que vous nous présentez en accomplissement de la loi, ce n'est pas vraiment un bilan ni politique ni urbanistique, au sens strict du terme.
il nous semble-t-il de redéterminer, notamment par un débat contradictoire, la conception que la municipalité doit avoir de la perspective urbanistique globale. Il nous apparaît en particulier que la juxtaposition de projets par îlot ne permet pas de donner un sens global à l'action de la municipalité. Bien entendu, vous avez présenté des projets à l'échelle de la ville. Mais outre la participation citoyenne insuffisante, jusqu'à maintenant, il nous semble juste de penser vraiment globalement des projets dans un projet. Utile également de permettre un bilan d'étape partagé pour mieux envisager l'avenir. La ville de Toulon avait beaucoup de retard en comparaison d'autres villes semblables du Sud en ce qui concerne le centre ancien. Je pense par exemple, et pour ne pas paraître partisan, à Nice et à Aix. Nous en avons encore du retard. Pour notre part, nous avons des propositions qui pourraient venir optimiser l'action de VAR, aménagement, développement. Nous pourrions vous en faire part si nous avons un débat à ce sujet. Nous avons quelques questions et inquiétudes en ce qui concerne les tableaux d'acquisition et de cession. Nous notons que dans beaucoup de cas, les acquéreurs sont des, je le mets entre guillemets, marchands de biens. Nous ne pouvons refuser systématiquement l'apport du privé. Mais au vu du risque de spéculation immobilière, VAD prend-elle toutes les précautions nécessaires? Quelles sont les conditions des appels d'offres pour garantir que le centre-ville ne devienne excluant pour les moins fortunés? Quelle garantie sur la fiabilité et l'éthique des sociétés d'économie mixte, des sociétés des SCI acquéreuses de biens? Nous ne critiquons pas a priori les ventes, mais comme nous sommes tous les représentants de tous les Toulonnais, nous devons tous être attentifs à ces aspects. Il apparaît par exemple qu'une des sociétés acquisitrices a prononcé sa dissolution alors que la maison mère est située au Luxembourg. La SAEM a-t-elle pris toutes les précautions en ce qui concerne la fiabilité et le paiement des impôts en France? Enfin, nous sommes navrés qu'un nouvel ouvrage militaire classé au patrimoine culturel, la caserne de la mer, ne serve plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, aux habitants en général. On annonce 1700 mètres carrés de bureaux sur un espace qui aurait pu servir à des activités socio-culturelles, par exemple. Après les Poudrières, après le Fort Saint-Antoine, une nouvelle perte pour le patrimoine historique public toulousain. Je vous remercie de votre écoute. J'ai eu déjà plusieurs choses. La caserne de la mer, elle ne servait pas aux habitants. Elle était utilisée pour stocker le matériel fêtes et cérémonies de la ville depuis 20 ans. Donc, moi je parle que de notre mandat. Donc là, elle va continuer, elle est totalement réhabilitée, la caserne de la mer, dans son architecture d'ailleurs, puisque c'est un bâtiment spécifique, et c'est des services de l'État qui vont s'y installer, les services de l'éducation nationale, l'État va installer ces services pour délocaliser. Pas dans la caserne de la mer. Ah si. Pas dans la caserne de la mer. Non, mais il y aura de l'activité économique. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, vous dites, oui, mais le public, le privé, si on investissait que le public, on ne pourrait rien faire. Monsieur de Béda, j'ai bien le chiffre en tête sur la métropole. Quand le public investit 1 milliard d'euros, le privé apporte 3 milliards d'euros. Donc, c'est une très bonne chose qui est du public et du privé. Et si le public est attractif, le privé vient. Vous savez, vous citez Aix et Nice. Aujourd'hui, la ville de Toulon est plus attractive qu'Aix et que Nice. Oui, ça me gêne, mais demandez un peu à tous les secteurs immobiliers privés, vous allez voir, moi tous les jours on me dit essayez d'acheter quelque chose à Toulon aujourd'hui. Vous allez voir un peu si. Vous savez, les propriétés ne restent pas 15 jours dans les agences. Essayez d'acheter un appartement, vous allez voir, si Toulon n'est pas attractif, hier peut-être, aujourd'hui c'est le contraire. Donc, moi je vous assure, on
on n'a rien à envier à Aix et Nice. Voilà. Donc, après, public, privé, voilà. J'ai le bilan du centre-ville, je pourrais vous étonner, surtout pour des réhabilitations qui ont été faites sur le public et le privé, les interventions qui ont été faites. Je vais passer la parole à Mme Aubibert qui vous répondra sur la rénovation urbaine. On a été primé nationalement. Oui, mais après, je vous rends la parole. Je n'ai pas de problème. Je vous ai laissé parler. Vous avez arrêté, je vous réponds. Après, vous me redemandez la parole, on vous répond, après, on vous redonne la parole. Ce n'est pas la peine de lever la main toutes les minutes pour dire je vous ai vu. Voilà. Vous êtes en face de moi, et je vous assure. Maintenant, je n'ai plus la lumière dans les yeux. Monsieur le roi, il a fait exprès. Je vais le déséquilibrer. Vas-y, parle de la rénovation. Plusieurs questions, plusieurs réponses. Je vais essayer d'organiser ma réponse assez clairement. Donc, Hubert Falco est en place depuis 2001 et dès 2001, il a décidé de mener un grand plan de rénovation urbaine sur le centre ancien de Toulon. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas partis comme ça, sans nous appuyer sur des études avec des urbanistes très importants. Nous avons beaucoup réfléchi, nous avons eu plusieurs cabinets qui sont venus vers nous. Et Hubert Falco a décidé d'un programme qui continue. Ce n'est pas des îlots comme ça, ce ne sont pas des rues comme ça. En fait, il a décidé de partir de la place d'Armes et d'arriver à la Porte d'Italie, de retrouver une traversée qui n'existait pas vraiment. La rue Pierre-Sémar en est un exemple. Et on a décidé aussi de s'attaquer aux îlots les plus abîmés. Donc, c'est pour ça que nous travaillons à l'îlot. Donc, depuis 2001 jusqu'à 2017, date de la 3e concession de la convention avec le VAD, nous avons traité 12 îlots dans le centre-ville, que vous pouvez voir en vous promenant. Vous ne le voyez pas forcément, parce que le traitement s'est beaucoup fait par l'intérieur pour retrouver des cours permettant de donner de l'habitabilité à tous les appartements. Et là, aujourd'hui, le programme continue, on continue vers la Porte d'Italie, et c'est pour ça que VAD a la concession que pour 3 îlots. 2 îlots avenue de la République, il faut terminer, un îlot Saint-François près de l'église et l'îlot Monseigneur, et puis le fameux îlot Courdouin qui nous permettra d'avoir une ouverture vers les Portes d'Italie. Et là, le projet, c'est aussi de retrouver une rue commerçante, comme la rue Pierre-Sémar, avec une thématique que nous n'avons pas encore décidée, que nous déciderons lorsque toutes les acquisitions et les rénovations seront faites. Il y a un plan qui est suivi, il y a un plan général. Ce plan a été d'ailleurs notifié aux Toulonnaises et aux Toulonnais, puisqu'il est totalement dans notre projet. Ce projet a été adopté. On avait tous un projet municipal. Vous n'avez qu'à relire notre projet municipal, dans le plan de rénovation urbaine. On a été primé nationalement. On a obtenu le prix de la meilleure rénovation urbaine. 4 prix. Voilà. Durant 4 ans, successivement, nationalement, nous avons été primés, nous avons le premier prix de la rénovation urbaine. Donc, il y a tout un programme qui est fait, rue par rue, place par place, îlot par îlot. Et d'ailleurs, Mme Brunel m'avait interpellé le jour en me disant, mais l'îlot Courdouin, alors, la Porte d'Italie, là on y arrive, petit à petit. Là, de Raspail, on va partir sur Courdouin. C'est l'ensemble des 23 hectares du cœur de ville qui sont réhabilités, rénovés. On a démoli 90 immeubles pour faire rentrer le soleil dans les places. 90 immeubles, ce n'est pas rien. Donc, mais ce plan est bouclé en fonction d'un ordre bien précis pour n'oublier personne. 90 rues et places réhabilitées, rénovées, je ne vais pas. J'ai le bilan complet que je pourrais vous lire, là, je n'ai pour 1 heure, tellement il a été fait des choses. Voilà. Deuxième chose, monsieur le maire, pour la concertation, bien évidemment, depuis 20 ans, nous avons écouté, concerté avec les habitants. Certains programmes ont été modifiés à l'écoute des habitants, ne serait-ce que l'îlot Gaudin. Sur l'îlot Gaudin, nous avions décidé au départ de ne faire qu'une résidence étudiante.
Et à l'écoute des habitants, nous avons partagé la moitié, c'est une résidence famille, de logement social, l'autre moitié, une résidence étudiante. Ceci à la demande des habitants. Pour la dernière partie, nous avons mené des études avec le cabinet Citadia, qui là a fait des ateliers avec les habitants pour voir ce que nous devions faire sur l'îlot Courtois. Et bien sûr, vous êtes venu depuis peu de temps, donc vous n'avez pas vu tout ce cheminement. Et troisième chose, quand vous parlez du privé, vous citez une société qui... moi, je peux vous dire que nous avons réhabilité... C'est le problème de la société. Hein. Après, moi, je ne contrôle pas les comptes de toutes les sociétés. Ce n'est pas mon travail à moi. Si elle est pénalisée, elle est pénalisée. Voilà. Et nous avons donc travaillé je ne rentre pas dans le privé. Avec pour 2836 logements. Donc, à vue de nez, ça doit faire 150 sociétés ou 170 sociétés. Si une société pour 3 logements a un problème, je trouve que ce n'est pas important. Mais ce n'est pas notre problème. Hein. Et dernière chose, ce que vous dites aussi, c'est que les logements qui sont réhabilités, nous avons fait 300 logements sociaux dans le cœur de Villeneuve. Et aujourd'hui, on est dans le privé, pour qu'ils aient des subventions, les logements ont des loyers progressifs. Donc, il y a une partie des logements qui ont des loyers de niveau social et qui s'adressent à des gens éligibles au logement social. Donc, ce travail qui est fait, c'est un travail très pointu, très attentif. Et ne dites pas que vous n'êtes pas au courant, parce que nous avons délibéré de nombreuses fois sur ces sujets. Et de toute manière, on délibère systématiquement. On ne prend aucune décision qui ne soit pas validée par une délibération du conseil municipal. Je me rappelle, je vous dis, d'un débat qu'on a eu avec Mme Brunel, qui m'a dit, oui, Montsenergue c'est bien, Raspail c'est bien, le cœur de ville c'est bien, mais Courdouin et le reste, ben voilà, on y arrive, la Porte d'Italie, on est en train de délocaliser certaines associations qui sont dans la Porte d'Italie. Il y a tout un projet sur Courdouin, la Porte d'Italie, qui est en cours d'ailleurs. Voilà, petit à petit, îlot par îlot, rue par rue, place par place, c'est un travail régulier. Et chaque fois, il n'y a pas une délibération qui ne soit pas passée au conseil municipal. Hein. Ou à la métropole. Allez-y, monsieur, je vous rends la parole. Oui, comprenons-nous bien. On ne va pas voter contre. Mais donc on débat. Et non, mais justement, si vous dites que ça passe au conseil municipal, si ça passe au conseil municipal, c'est justement pour qu'il y ait un débat. Donc c'est le cas, nous posons des questions. Mais je ne vous fais pas de reproches. Nous pourrions faire des propositions, mais il faudrait un débat avec tout le monde là-dessus sur ces questions-là. Nous souhaiterions, comme dans d'autres domaines, être participatifs et participer à la réflexion commune. Sur la question de la vision globale... Je m'excuse de réunir tous les lundis ma majorité. Écoutez, je crois que toutes les majorités font ainsi. Après, chaque fois que vous êtes invité dans les commissions dans lesquelles vous siégez, vous êtes invité chaque fois qu'on doit vous inviter. Mais après, écoutez... C'est pas de ça dont il s'agit, monsieur Falco, vous le savez bien, il s'agit de la participation de l'opposition à la réflexion globale. D'accord? Donc, je mets en place mon projet municipal. Vous aviez, monsieur Dubéda, votre projet municipal, que je ne critique pas, c'était le vôtre. Chaque groupe ici avait un projet pour la ville de Toulon. Ne me reprochez pas de mettre en place mon projet municipal. Voilà. Et qu'il soit différent du vôtre, vous avez une vision différente. Mais les Toulonnais, ils ne vous ont pas élu, ils ne vous ont pas donné la majorité pour que votre vision s'impose. C'est la vision de la majorité, c'est tout. On applique notre projet en rénovation urbaine. Monsieur Falco, effectivement, les Toulonnais ne nous ont pas donné la majorité. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous n'avons pas d'intervention à faire au conseil municipal et de proposition à faire? Je vous est-ce reproche pas votre intervention. Je vous dis, vous avez la parole, allez-y. Mais ne nous reprochez pas d'avoir un programme. Voilà. Allez, continuez. Je ne vous reproche pas d'avoir un programme, monsieur Falco. Enfin, ce que je vous reprocherai, c'est de ne jamais associer l'opposition à la réflexion. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir des compléments? Mais il y a les commissions, il y a la loi. Vous êtes réunis en commission.
il y a des gens qui viennent en commission qui ont des propositions différentes. C'est ça la démocratie municipale. Après, je ne peux pas vous inviter à mes côtés pour mettre en place mon programme. Pour ça, j'ai une majorité. Mais quand j'ai été dans l'opposition, on ne m'invitait pas non plus. Hein, donc, pas municipal. Jamais été. On a deux conceptions différentes, effectivement. Je peux terminer? Nationalement, ça se passe comme ça aussi. Il y a les groupes qui se réunissent, et c'est le groupe majorité avec le gouvernement qui décide sur les lois, qui décide après l'opposition, elle enregistre, on n'enregistre pas le critique. Voilà. J'ai été dans l'opposition nationale. Oui. Il me semble, oui, c'est vrai que quelquefois vous étiez dans la minorité. Bien sûr, mais je l'assume. Tout à fait. Pas municipal, monsieur Béda, jamais. Et c'est pour ça. Jamais. C'est-à-dire que les citoyens varois et toulonnais ne m'ont jamais mis dans une opposition. Voilà. Je peux terminer, monsieur. Eh oui, mais si vous dites des trucs que je peux vous contredire, vous ne dites pas des choses, vous ne dites pas la vérité. C'est ça le débat, non? Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est de parler les uns après les autres aussi. Vous me dites que vous avez été dans la minorité. Je vous dis non, jamais dans une minorité municipale. Voilà. Je vous réponds. C'est ça le débat. Vous avez fini? J'ai fini à vous. Vous pouvez. Bon, il me semble toutefois que vous faites des reproches souvent à la municipalité qui a précédé la vôtre. Or, cette municipalité, vous n'étiez pas dans l'opposition, vous n'étiez pas dans la majorité, mais vous souteniez l'ex-majorité. Ah ben si. D'accord? Ouais, j'ai toujours soutenu. C'est une forme d'être. C'était ma couleur politique. Écoutez, excusez-moi, maintenant je suis un homme libre. Quel bonheur. Mais quand j'avais une couleur politique, je soutenais celui Ubeda. Vous soutenez votre parti politique. Eh bien, ben moi j'étais dans un parti politique. Mais les gens ne changent pas toutes les 5 minutes. Mais moi j'ai jamais changé. Je suis libre aujourd'hui. Voilà, et je suis heureux d'être libre. Heureux de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout. Après, permettez-moi, je n'ai pas changé, je suis libre. Voilà. Vous savez, j'assume pleinement mes choix, M. de Ubeda, pleinement. Parce que j'avais un choix à faire, je l'ai fait, et je ne le regrette pas. Parce que moi, les extrêmes, ça n'a jamais été mon parti. Voilà, c'est tout. Et je n'avais pas de choix autre que celui-là. Alors, j'ai fait le bon choix. À ce sujet, et je l'assume. À ce sujet, M. Falco, j'aimerais que nous nous retrouviez dans la lutte contre les extrêmes, effectivement. Mais même l'extrême centre. Mais, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu une collusion contre nature. Effectivement, si la gauche et l'extrême droite se retrouvaient, ce serait une collusion contre nature. Et nous la condamnerions. Effectivement. Mais je vous rappelle quand même qu'apparemment, hier, à l'élection du président du conseil départemental, il y a eu une collusion aussi. Et là, apparemment, mais c'était pas contre nature. Non, il n'y a pas de collusion. Il s'est passé, mais je vous en parle librement. Vous savez, habituellement, j'ai participé à la vie du département depuis 1985, je peux vous en parler. Quand on élisait le président, on se réunissait la veille et on faisait une primaire. Contre M. Lafranchi, il y a eu M. Goetz à l'époque, les conseillers généraux ont voté, il est sorti un candidat. Et c'est un candidat de la majorité départementale. Hier, la primaire, elle s'est faite en séance. Ça a été un choix, c'est pas le mien, mais ça a été le choix qu'on a respecté. Le candidat qui est sorti et qui a été élu, qui siège à mes côtés à la métropole, qui est le maire de la Garde, j'ai bien dit, je redis devant la presse qu'il y avait 3 maires de qualité qui se présentaient, 3 maires de la majorité départementale, il y a eu un vote, une primaire, il y a un élu, ben voilà, c'est tout. On est tous de la majorité départementale et j'ai demandé... Élu avec les votes du Rassemblement National, monsieur... Mais non, enlever 2 voix à M. Basson, il aurait été élu quand même. Donc voilà, et je l'ai félicité. Donc acte pour vous, c'est pas une collusion contre nature. Non. D'accord. Excusez-moi. Attendez, laissez finir. Je voudrais finir sur la délibération, monsieur le maire, si vous permettez. Sur la délibération. Oui, effectivement. Il y a réunion publique, les gens votent. Nous avons dit, oui, tout à fait. C'est pas mon truc, mais nous avons écoutez. dit,
Et c'est vous qui avez qualifié tout à l'heure de collusion contre la nature. Non, je ne faisais pas une allusion au département. J'ai bien compris. Je faisais une allusion nationale. J'ai bien compris. Voilà. C'est le problème que je soulève. C'est oui. qu'au département ça va et qu'à l'Assemblée nationale ça vous plaît pas. Quand je disais contre nature, c'est parce que l'extrême gauche et l'extrême droite ont voté ensemble une motion de censure. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Je ne parlais pas du département. Au département, les trois qui se sont présentés, c'était 3 maires de la majorité départementale. Donc, c'est la majorité que je soutiens. Après, ils étaient 3, il fallait faire un choix. Le choix a été fait. Celui qui a gagné, il a gagné. Bravo, félicitations. Maintenant, on travaille ensemble. Et c'est un de mes vice-présidents. Écoutez, je ne veux pas. Voilà. Mais jusqu'à présent, il y avait une réunion la veille. Chacun pouvait dire ce qu'ils avaient à dire, se présenter. Il y avait un choix qui était fait. Et on arrivait avec en majorité avec un candidat. Là, le choix qui a été fait, c'est de faire la primaire au premier tour. C'est le droit le plus absolu déjà qui siège, ça a été fait. Voilà, et que tout le monde participe au vote. Après. Encore une fois, monsieur le maire, j'aimerais que nous puissions nous retrouver sur non, mais vous me dites, voyez, quand je faisais allusion, je ne faisais pas allusion au département, c'est pour ça que je vous réponds. Voilà. Mais j'ai félicité M. Masson, qui est président du département et qui sera un bon président. C'est bien le problème que vous n'ayez pas fait allusion au département. Je trouve que ça représente un problème. Comme je le disais, j'aimerais que nous nous retrouvions sur ce combat contre l'extrême droite, mais en l'occurrence, il faut bien que vous reconnaissiez que la politique qui est menée tant au niveau départemental qu'au niveau national ne porte pas ses fruits dans la lutte contre l'extrême droite. La preuve, c'est que l'extrême droite prolifère sur ça. Au niveau national, on s'occupe de la France, et au niveau local, on s'occupe du Var. Et au niveau toulonnais, on s'occupe de Toulon. Voilà, les choses sont militaires, ne mélangez pas tout. Mais c'est vous qui avez parlé du niveau national, monsieur. C'est vous. C'est pas moi. Donc, sur la délibération, si vous permettez, je termine brièvement. J'entends, Madame Audibert, vos arguments, et effectivement, je partage en grande partie ce que vous dites. Et d'ailleurs, nous n'allons pas voter contre cette délibération, mais simplement, nous aimerions en savoir plus, en faire toujours mieux. C'est un petit peu le rôle, me semble-t-il, d'une opposition constructive. Et donc, par exemple, l'inquiétude, on n'est pas contre le privé, je l'ai dit, je vais répéter. Donc, on n'est pas contre le privé. Seulement, trop de privé peut peut-être conduire à une exclusion des gens qui, même s'il y a 300 logements sociaux, ce qu'on appelle une gentrification du centre-ville. Donc attention, danger. Deuxième chose, un rapport d'étape, un débat d'étape sur la vision globale de la réhabilitation du centre-ville et de Toulon en général, parce qu'évidemment il y a des interactions entre la vieille ville et d'autres parties de la ville. Vous le savez, vous le pratiquez, parfois on approuve complètement. Donc il y a des interactions qu'il faudrait peut-être étudier parce qu'à un certain moment il faut s'arrêter à réfléchir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et ainsi de suite. Et sur la société qui a prononcé sa dissolution, oui, bien sûr que c'est le problème de la municipalité, me semble-t-il. Enfin, quand même, on vend un patrimoine historique, la caserne La Mer, à une société qui opère sa dissolution. La caserne de La Mer, c'est l'État. Il va y avoir des services de l'État, M. de Hubédal. Non, la caserne La Mer, si j'en crois votre tableau, on ne croit pas la même chose, ça on le sait. Vous ne croyez pas et moi je crois. Donc le problème il est là. Excusez-moi, c'est le tableau là. C'est bien le tableau de la municipalité ça. Quand même, je suis allé le demander hier au service. Et là j'ai la réalisation elle est faite par une société, mais après... Immeuble entier, caserne de La Mer, SCI, Juxiel. Ben voilà, ça c'est la réalisation. C'est pas ça. Et l'occupation, ça sera l'État. Monsieur le maire, c'est pas moi c'est votre tableau à vous. Ben oui, le tableau. Oui. Si elle a fait faillite, on en reprendra une autre. C'est pas moi qui gère la société. C'est du privé. Je ne rentre pas dans le privé. Quand on fait une faute publique, on l'assume. Là, c'est le privé. Il y a eu des...
De partout, il y a des sociétés qui s'arrêtent, il y a des sociétés qui reprennent, voilà. Mais dans la caserne de la mer, il y aura des services de l'État. Oui, oui, bien sûr. L'appel d'offres, c'était 1700 mètres carrés de bureaux. Monsieur de Et ben voilà, pour mettre l'État. Monsieur de Hubeda, vous n'avez peut-être pas tout suivi, mais l'État ne veut plus être propriétaire des locaux qu'elles occupent. Donc c'est cette société qui se rend propriétaire, qui rénove et qui après loue au service de l'État. Loue au service de l'État. Voilà. C'est bien une société privée, merci de confirmer. Et cette société privée, Allez, a annoncé sa dissolution. Bonjour, après. Oui, si vous me permettez, merci Monsieur le maire. Monsieur de Hubeda, donc finalement, c'est en une phrase, on peut que se féliciter que des sociétés privées viennent investir dans la ville. Parce que les sociétés privées ne sont pas philanthropes, et donc s'ils viennent, c'est qu'ils estiment que la ville se développe, qu'elle est développée, et que finalement, il y a quelque chose à faire. 20 milliards d'euros. Moi, je le vois plutôt comme ça. Investis. Ça, pourquoi être Ils ne sont pas allés à Aix et à Nice investir, ils ont investi Ils ne chez sont pas nous. philanthropes. Bon, on ne va pas, Voilà, les soupçonner, est-ce que tous les deux, on ne va pas nous soupçonner de collusion. Comme ça, c'est bien. Sauf le samedi ou le dimanche à Mayol. Ah là oui, Voilà. mais là il y a tout le monde. Ah, non, mais admettons. Quel bonheur, Mayol, parce Est-ce que tout que- le monde se rassemble. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste, comme ça n'a pas directement rapport avec la délibération, on vote, comme ça le vote est clair, et juste me donner 30 secondes après le vote, la parole sur ce qui vient d'être dit, mais comme c'est pas lié à la délibération, est-ce que vous voulez bien qu'on la vote d'abord, pour que ça soit clair? Je la ferai voter après, allez-y. Simplement, Oui. par pitié, juste un minimum de respect pour les électeurs. Un député, un conseiller départemental, il est élu au scrutin majoritaire. Et au moment où il est élu, son mandat ne lui appartient plus directement, ni d'ailleurs à son camp politique. Il représente tous les habitants de son secteur. Un député représente tous les habitants de sa circonscription, élu au scrutin majoritaire. Et la nation. Ou La nation. La nation, mais pardon, mais siégeant escalité de la circonscription, et idem pour un conseiller départemental. Lorsque nos votes se mêlent, dans cette séance municipale, on vote pour un certain nombre de Tout à fait. délibérations, tous pareils. On ne peut pas nous Arrêtez par soupçonner pitié de parler de vote de contre nature. collusion. Il y L'expression- a les 2 tiers des délibérations qui sont prises à l'unanimité. Monsieur le maire, On vote ensemble. ça s'adresse un peu à ce que vous avez dit, ce qui a été repris par Monsieur de Hubeda. Pour Monsieur de Hubeda, c'est au département où c'était contre nature. Pour vous, c'est à l'Assemblée nationale où c'est contre nature. C'est drôle parce que le contre nature est une question de chronologie. Je vois que Bruno Le Maire, qui maintenant est chez Macron, avait voté avec la gauche, la motion de censure, la gauche extrême, la motion de censure du gouvernement Hollande en son temps. Par pitié, qu'on arrête. Il n'est pas le seul, Bruno Le Maire, à passer chez Macron. Qu'on ait au moins le Moi, je respect. soutiens le président Macron. Le respect. J'étais avec Bruno Le Maire au Parti républicain. Qu'on ait le respect le plus élémentaire des électeurs. Vous voyez que la distinction d'extrême droite, facteur d'exclusion morale, peut-être même du champ de la nature humaine, parce que quand je vous entends contre nature, c'est quoi? C'est qu'on ne serait pas de même nature que vous, de même nature intrinsèque, humaine, avec un cœur, un esprit. Non mais franchement, ce terme de contre-nature, Tout à fait, est je à le la retire. fois insultant Allez, je le pour retire. nous, mais aussi pour les électeurs qu'on représente. Donc je vous remercie d'éviter et les anathèmes et les exclusions du champ de l'humanité et de la nature. Merci. Allez. Je parlais de contre-nature politique. Voilà, c'est clair. Mais vous l'avez très bien compris, seulement vous reprenez mes mots. Vous voyez, on ne peut pas nous accuser d'être faire en collusion. Navarane, c'est mon opposant. Et moi, je l'accepte comme ça, comme vous l'êtes également. Je parlais de contre-nature politique. Je ne parlais pas de contre-nature. Ça, vous l'avez très bien compris, monsieur Navarane. Vous êtes assez fin pour le comprendre. C'est ça que je vous le dise. Allez, on va voter maintenant. Vous voulez? Allez. La 5201 qui est favorable. Défavorable. Abstention. Elle est adoptée et je vous en remercie. La 5202. Virginie. Merci, Mais monsieur. débat, il y a eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat au conseil municipal. Dans le cadre des travaux de confortement et mise en sécurité des pentes du Faron par la métropole TPM et la ville de Toulon, la ville souhaite acquérir une parcelle de 119 000 m² qui appartient à la division Ouf d'Ampouré. Cette parcelle étant couverte depuis le 25 mars 2022 par un arrêté préfectoral comme étant une zone de protection du biotope.
Cette acquisition nous permettra donc, pour une valeur de 150 000 €, à la fois de pouvoir maintenir les travaux que nous avons entrepris et de continuer à préserver le biotope dans cette zone. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée et je vous en remercie. La suite. Merci Monsieur le maire. La ville vend enfin les 2 derniers locaux dont elle était propriétaire dans la copropriété 245 Hall avenue François Cousin. Il s'agissait des deux locaux du rez-de-chaussée qui sont des locaux professionnels à usage de bureaux, ce qui rendait compliqué leur vente. Peu de visites, une seule offre. Ces 2 bureaux en fait sont dans un état assez déplorable. Ils vont nécessiter d'importants travaux. Leur configuration est également compliquée parce qu'ils étaient assez difficiles d'accès, très bas de plafond. Monsieur Lobby pour la SCI 20 Pro a donc présenté une offre à hauteur de 250 000 € qui est inférieure à l'évaluation domaniale, mais pour les raisons que je viens de vous exposer et en tenant compte également du fait que ce bien génère des charges importantes pour la ville, nous avons estimé qu'il est de l'intérêt économique bien pensé de la commune de s'en séparer. Je le répète, c'est la seule offre qu'on a eue en 4 ans. Je vais vous passer la parole volontiers parce que vous me disiez un jour, dans cette assemblée, jamais vous n'arriverez à vendre ce bâtiment. Ça y est, on a tout vendu, on n'est plus dans ce bâtiment, on l'a cédé au privé, ça nous coûtait quand même 8 000 € par mois. Par an, pardon. 8 000 € par an. En fait, je dis des bêtises. 8 000 € par an. Voilà. Et ce bâtiment est un beau bâtiment, totalement rempli maintenant. Il n'y a plus aucun mètre carré qui ne soit pas éligible. Donc, voilà. À l'époque, on avait le centre auto. Vous n'imaginez pas. Je crois que la décision qu'on avait prise était la bonne, puisque le centre auto, c'est 500 ou 600 véhicules, avec des cuves de gasoil, d'essence, et donc très dangereuses dans un quartier comme Saint-Jean-du-Var. Il y a aujourd'hui ce beau bâtiment, il plaît aux uns, il ne plaît pas aux autres. Ça, je ne donne pas mon avis, moi, parce que j'ai juré de ne plus jamais rien dire. Voilà. Et donc voilà, là c'est terminé, on en sort et c'est une bonne chose. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Je ne suis pas certain d'avoir été aussi catégorique de on n'arrivera jamais à tout vendre. Mais je reconnais qu'il y a eu, depuis la cession des parts de la SPLM dans ce bâtiment et donc le rachat par la ville en 2018, il y a eu, c'est vrai, un marché public qui a permis de prendre une agence immobilière et qui a réussi à vendre les biens. Je parlais de celui-ci de manière différente, mais a réussi à vendre les biens au prix à peu près du marché, donc c'était tout à fait louable, on l'a dit d'ailleurs. Au prix domanial, vous savez qu'on ne peut pas vendre, après il y a un pourcentage, un plus ou un moins, attention, comme là, tout à fait vrai. L'état des 2 locaux était tel qu'on vous a laissé vendre en dessous du prix des domaines, mais c'est un pourcentage accepté. Donc on a vendu au fur et à mesure ces appartements. Je rappelle que c'est une résidence qui est sortie de terre en 2015, qu'on avait été hostile au projet dès l'origine, et je rappelle d'ailleurs qu'Hervé Toulzac, qui siégeait au conseil municipal dans nos rangs, vous avez d'ailleurs plusieurs fois interpellé sur le sujet, notamment sur le mécanisme qui faisait en fait l'opportunité de cet immeuble, qui étaient les lois Pinel et Duflot, en fait des lois de défiscalisation. Hervé Toulzac avait rappelé que ce mécanisme très lucratif pour celui qui investit dévoyait le marché de l'immobilier de manière assez certaine. Ce bien, le dernier qu'on vend, on se rappelle quand même que l'estimation des domaines, c'est 409 000 €. On le cède à 250 000 €. C'est pas la marge habituelle acceptée, mais ça reste une marge acceptable. C'est-à-dire que légalement, la cession... Madame Pey vous a donné les raisons. Mais du coup... Les locaux étaient dans un état de... Permettez-moi de rebondir là-dessus. Parce que l'explication, mais je le reconnais, vous allez voir pourquoi. Le mot bas de plafond. Vous voyez, je pensais pas qu'un jour au conseil municipal, je pourrais à la fois constater les locaux bas de plafond et que cette terminologie de bas de plafond permettrait de confirmer ce qui était notre avis sur le sujet. Le nôtre n'était pas bas de plafond, mais sur l'idée de ce projet.
Car finalement, la décision, elle est prise en 2014 de détruire l'ancienne fourrière, enfin l'ancien parc auto municipal. C'était le parc auto, qui était complètement à Saint-Jean-du-Var. Exactement. Donc, avec des cubes de gasoil et d'essence. Quand je disais que la constatation des... Il avait brûlé d'ailleurs, souvenez-vous. On a pris la décision de le délocaliser parce qu'il avait pris feu. Quand je disais que le choix des dates permettait, alors quoi de dire qu'on estime... Après, on n'était pas d'accord, mais on n'est jamais d'accord. Ça allez montre voir. bien qu'il n'y a pas collusion entre Hubert Falco et l'extrême droite. Mais quand on disait que les dates permettaient aussi de déterminer ce qui, à un moment, était de l'avis de l'un qui, quelques années après, s'émeut de ce que les autres fassent comme ce que lui avait fait quelques années précédemment, il y a eu aussi une question de date pour Hubert Falco. Car à cet endroit-là, si on était au moment, vous allez voir, laissez-moi emmener mon propos, si la décision de transformer le parc auto avait été prise en 2021 et pas en 2014, on n'aurait sûrement pas eu un bâtiment à cet endroit-là. On aurait eu un parc arboré, une manière de revégétaliser la ville, de reprendre de l'emprise. On aurait dépollué le site, ma chère collègue, on aurait, comme on l'a fait à la Louvière, on aurait retiré les cuves, on ne peut pas faire des parcs de partout aussi, il faut des logements. Mais vous voyez... Non mais le problème il est là, c'est que si on ne fait pas de logement, on nous critique, si on fait du logement, on nous critique, donc... vous avez perdu, dans votre mandature, vous perdiez des logements, nous on a gagné 20 000 Toulonnais en 12 ans, il faut les loger. Il y a 8 000 jeunes qui viennent étudier et qui vont venir étudier sur la ville. Il faut les loger. Donc, effectivement, après, moi, dès que je peux faire du parc, d'ailleurs là, il y a un parc à côté, dès qu'on peut faire du parc, on le fait. Mais il nous faut faire du logement aussi. Donc, si on avait pris la décision aujourd'hui, on aurait quand même fait du logement. Peut-être. Mais oui, voilà. Oui. Donc, sur ce vote, on va, monsieur Navarade, puisqu'on débat, on est à 2 pas du Pressandin. On a un projet d'agrandir le Pressandin de 3000 m², de transformer un stade qui n'était plus utilisé en aire de sport pour les jeunes et les moins jeunes. Donc on va continuer, on va agrandir le Pressandin de 3000 m². En traversant la route, en faisant 100 mètres à pied, on est au Pressandin. Vous voyez que là aussi, il y a un parc. Donc, on a la politique du parc quand on peut l'avoir. Après, il faut construire un logement. Parce que si on ne construit pas de logement, on les met où? Les jeunes, les actifs, les retraités, le logement social, on est pénalisé. Donc voilà, en 2022, sincèrement, j'aurais pris la même décision. Premièrement, il aurait été fou de notre part de conserver, après le feu, le parc auto là où il était, en plein cœur de ville. Hein. Donc, mais à cet emplacement-là, à l'entrée de Saint-Jean-du-Var, qui est un bâtiment, c'est pas choquant. Ouais, le bâtiment, il vous plaît pas. Moi, je ne dis rien. J'ai mon avis aussi. Après, mais voilà, c'est tout. Et donc, nous ne prendrons pas part au vote de cette délibération. On est heureux de céder le dernier bien. Mais encore une fois, je trouve que ce projet reste entaché et restera peut-être sous cette terminologie de bas de plafond, la conclusion. Non, il y a les deux derniers. Il y a le dernier étage qui est bas de plafond, mais les appartements sont bien. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas été vendus. Ils ne sont pas fous, les gens. Ils ont été vendus au privé. Quand vous avez acheté votre appartement à la Louvière, c'est parce qu'il vous plaisait. Ce n'est pas que vous avez acheté quelque chose qui ne vous plaît pas, puisqu'il y a votre famille. Moi-même, j'ai acheté un bien à avenue Louis Beaujeu à l'époque, en 2001, parce que ça me plaisait, je suis resté 20 ans. Donc, je ne vois pas le privé acheter quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc, après, ça plaît, ça plaît pas. Mais je vous assure qu'en 2022, j'aurais pris la même décision. Sur les lois de défiscalisation, très souvent on achète sans forcément... Vous voyez, les Toulonnais ont bien fait de me renouveler 4 fois le fait de décider, parce que j'aurais pris la même décision. Voilà. Vous reconnaissez que ce bien immobilier, il est un bien de défiscalisation. D'ailleurs, la plupart des occupants ne sont pas propriétaires, c'est pas eux qui ont acheté. Ils louent. Ah non. Ah si.
Non, mais c'est le principe non, de mais il loue, mais c'est du logement Cardel, Virginie. Non, mais c'est pas la peine de lui répondre, il le sait. Je dis pas que c'est pas du logement, ce sont généralement Parce les gens que, qui achètent des parce que tout le monde ne peut pas acheter un logement. Et donc, il y a des gens qui sont bien heureux de louer un logement. Voilà, des actifs, des jeunes qui se mettent au travail, des couples qui arrivent. Pas tout le monde a l'argent pour acheter son logement. Heureusement qu'il y a des locations. Écoutez juste mes mots, ça n'est pas le sujet. Je parle des investissements. Mais vous dites beaucoup de choses entre les mots pour piquer. Donc, chaque fois que vous dites les choses pour piquer, je comprends. Non mais les mots, la loi Pinel et la loi Duflot, ça n'est pas une critique des propriétaires, c'est de l'achat en défiscalisation. Ce qui, pour ceux qui payent beaucoup d'impôts, je peux les comprendre d'ailleurs. Moi, si j'ai je ne critique pas les lois quand elles sont votées. Écoutez, ça crée du logement, bien sûr. Allez, un peu de sagesse. Qui est favorable à la 5203? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie. Allez Virginie, Il s'agit d'autoriser, monsieur le maire, la signature d'un acte Je ne sais pas que ce débat, je ne pense pas qu'il y aura un gros débat là-dessus, c'est 1 mètre carré. Ça ne devrait pas, 32 voilà, mètres ça devrait carrés. Pas, pour l'euro symbolique, cette parcelle a été omise lors de la session de l'ancien marché pour la métropole TGL. Pour agrandir la route. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Allez Laurent. Merci monsieur le maire, il s'agit de 2 remises gracieuses de frais de mise en fourrière pour un montant de 251 €. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Allez, c'est M. Mali. Moment, tu as la parole. Merci monsieur le maire, un peu de légèreté. Avec cette délibération, nous allons perdre nos libellules, puisque ce label qui mettait en avant les actions de la ville, de la commune en matière de préservation de la biodiversité va laisser place à un nouveau label qui est le label TEN, territoire engagé pour la nature, et tout simplement ça va être la mise en place d'un plan d'action en faveur de la biodiversité. Donc aujourd'hui nous vous proposons d'autoriser donc la ville à candidater à ce programme. Monsieur Navarra. Oui, merci. La ville pourra donc, en adhérant à cela, afficher ce label, le territoire engagé. Juste un rappel, c'est quand même une constatation de l'empilement des organismes publics autour de cette thématique, puisque je rappelle quand même qu'il y a déjà la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du Logement, qui va venir à la caserne de la mer. Oui. Voilà. L'ADEME, ici l'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement, le Comité Régional de Biodiversité, mes chers collègues élus régionaux, vous le savez aussi, l'Office environnemental de M. Gouvernatori. En fait, on a quand même un empilement de structures publiques, financées. Là, en l'espèce, ça ne coûte rien. Mais on monte toujours ces comités théodules, et en fait, finalement, les lignes directrices, on s'y perd totalement. Donc, on adhérera à ce projet-là. J'espère qu'il apportera pour vous et pour les services des éclairages nécessaires sur la politique au quotidien dans cette matière-là. Mais encore une fois, on empile tout le temps des dispositifs et des organismes publics dans lesquels, franchement, on se demanderait si on ne pouvait pas faire un choc de simplification. Salut, M. Navarra. J'ai eu des réactions. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 1988. Et j'ai vu des gouvernements successifs à l'Assemblée ou au Sénat, et j'ai entendu parler d'amélioration administrative, et que, oui, c'est vrai que c'est une politique qui est nationale, parce que existe. La simplification administrative n'est pas encore arrivée. Nous, on essaie de le faire localement, et après, on s'en tient aux organismes qui existent, voilà, nationalement, c'est tout. Mais dès que je suis arrivé, on m'a dit, oh là là, vous allez voir, tout va être simplifié, clair. Enfin, je suis parti et c'était pas simplifié. Allez, Momo, tu as la parole. Oui, merci monsieur le maire. Monsieur Navarra, alors je pense que vous ne m'avez pas écouté. Ici, il ne s'agit pas d'un organisme ou d'un comité, vous parlez de la DREAL, etc. En fait, ça n'a strictement rien à voir. La DREAL, c'est tout simplement le service de l'État au niveau régional en matière de protection notamment de l'environnement. Ici, monsieur Navarra,
J'avais voulu faire ça avec un petit trait d'humour. Je vais arrêter. Il faut pas faire non, parfois il raconte. Nous avions le fameux label des 3 libellules qui mettait en avant la ville pour toutes ses actions en matière de préservation de biodiversité et de l'environnement. Aujourd'hui, ce label n'existe plus et le label qui va venir prendre place, c'est le label territoire engagé pour la nature. Ce n'est pas, pour vous reprendre vos termes, un organisme théodule ou autre chose, c'est un label, monsieur Navarra, c'est pas un organisme, c'est un label. Allez. La délibération, alors bête de nature, je lis juste la délibération, c'est le label de l'Agence régionale de la biodiversité. Il est délivré, mais il faut bien qu'il soit délivré par quelqu'un. Bien sûr, label, mais ce que je dis, c'est donc le lien que nous avons avec ce comité qu'on avait déjà, mais qui est un des énièmes comités dans lequel on retrouve la région, l'État. En fait, on interchoque et on intermède tout un tas de... C'est tout. Je ne conteste pas le label. Madame Muscotti, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Non, mais simplement, au-delà de l'acquisition et de la reconnaissance d'un potentiel label pour la commune, ce qu'il faut y voir, ce sont des dispositifs, des experts, des moyens mis à disposition du territoire pour accompagner les politiques publiques en matière de protection environnementale. Donc, ne rentrons pas dans des débats qui n'ont pas lieu, c'est un outil, la ville s'en saisit, c'est bien, et c'est ce qu'on appelle la planification écologique, c'est-à-dire comprendre que cette transition écologique et cette transition énergétique qui est plus qu'urgente aujourd'hui, elle ne se fera qu'à l'échelle des territoires. Et c'est avec les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, que l'on doit accélérer ces politiques-là. C'est un dispositif qui a été construit dans cette idée-là, et aujourd'hui la ville s'y inscrit, et il faut s'en féliciter et suivre évidemment avec sérieux comment notre territoire pourra pleinement participer à l'accélération de ces politiques de transition écologique. Il n'y a pas de problème avec ça. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée, je vous en remercie. Allez, c'est Momo qui poursuit avec les façades. Oui, on a pris des subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2016-2021. Qui est favorable. Là, il y a un bon bilan, croyez-moi. Depuis qu'on ravale les façades, ça se voit d'ailleurs. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Allez, la suite, la 15-5-02. La même chose pour cette fois-ci la période 2019-2021. De subvention à la rue à Lézard, vous voyez. Qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. Valérie, parle-nous les seniors. Merci Monsieur le maire. La ville de Toulon dont je fais partie. La ville de Toulon souhaite mettre en place un nouveau dispositif à destination des personnes de plus de 60 ans dites seniors. Donc à l'instar de la carte jeune qui existe maintenant depuis quelques années à la ville de Toulon et qui a donné entière satisfaction, forte d'une expérience positive, nous souhaitons donc créer une carte senior, dite carte 60+. Elle reposera sur 3 objectifs. Le premier, diffuser des informations sur les services portés par la ville de Toulon. Un deuxième objectif, ça sera d'apporter des informations sur les domaines qui concernent justement ce public, aussi bien en termes d'accès au droit, de bien-être, de prévention, de loisirs. Et un troisième objectif sera de proposer aux seniors des offres qui soient ciblées et surtout attractives, comme des jeux concours avec nos partenaires, des avantages, des réductions. Je rappelle que cette carte, au même titre que la carte jeune, sera gratuite. Et nous allons, parce que je sais que la question nous a été posée en commission ressources, donc nous allons bien sûr utiliser tous les canaux de communication que nous connaissons habituellement pour pouvoir diffuser l'information. Voilà. Merci Valérie. Le bonne chose, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous remercie. Luc, la suite. Monsieur le maire, collègues, il s'agit là, après le label des libellules, du label des villes et villages fleuris. Il s'agit de voter la cotisation de la ville à cet organisme des villes et villages fleuris qui est là pour... c'est 1500 euros. 1500 euros en fait. Allez, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie.
Il s'agit là de l'approbation du plan d'aménagement forestier du Phare. Ce plan d'aménagement, en fait, la commune de Toulon, qui est propriétaire de 300 hectares à peu près, doit voir avec l'Office national des forêts ce plan d'aménagement qui vise en fait à une gestion durable de la forêt pour permettre à la société d'en profiter pleinement. Il faut que la ville donne l'exemple de ces 14 hectares pour qu'ils soient entretenus, mis à la disponibilité des populations. Voilà, qui est favorable aux gens, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous remercie. Luc, tu poursuis. Et là, une subvention pour l'association départementale des lieutenants de Nouvelle-Écrit en montant de 1 000 € pour leur permettre d'acquérir des cages qui participeront à la capture des sangliers dans la ville. Et ensuite, une subvention à l'association toulonnaise des Amis des Chats. Qui est favorable, mes chers collègues, 2 300 € au total. Qui est défavorable, qui est adopté. On passe au sport. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'attribuer 3 subventions au titre du budget 2022. L'une à Grève de champion pour l'organisation d'un gala de boxe. L'entente Saint-Jean-du-Var, qui est un club de rugby qui a la particularité de travailler conjointement avec le RC du LAS, club de rugby, et qui est une école conjointe, le tennis club du Littoral, à l'occasion d'un grand match qui aura le 26 novembre, qui sont passés en Pro B, et qui joueront contre le tennis club de Paris avec des stars parmi beaucoup de joueurs pour les 100 premiers de la TP, et ça se passera à Toulon, merci, pour un total de 10 000 €. Vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Nous allons nous abstenir sur cette délibération, non pas pour l'entente Saint-Jean-du-Var, Corse et le tennis club du littoral, mais par rapport à l'association Graines de Champion. L'association Graines de Champion, effectivement, a un large spectre d'activités. C'est une association de gala de boxe, comme vous voulez dire, mais également il y a des cadres. Elle encadre, elle accompagne toute personne en situation difficile en utilisant la boxe thérapeutique afin de rapporter un renforcement mental et physique. Jusque-là, tout ça nous va. Ils interviennent, les jeunes en foyer éducatif, les femmes qui subissent des violences conjugales, jusque-là on peut le comprendre. Ce qui nous gêne, c'est qu'ils interviennent aussi sur les personnes incarcérées. Nous trouvons aujourd'hui qu'aller en prison pour apprendre la boxe à des gens éventuellement qui peuvent être incarcérés, puisque quand vous êtes en prison, vous faites des activités, on ne vous demande pas le pourquoi. C'est le Club Med, la prison. Eh bien, je trouve quand même assez mal placé de venir donner des cours de boxe à des gens qui pourraient être incarcérés pour des faits de violence. Voilà, monsieur le maire. Et de plus, je tiens à signaler, je reprends ce qu'a dit tout à l'heure mon camarade Navarane, il me semble que pour l'extrême gauche de cette assemblée, le RN qui semble infréquentable, il faut quand même préciser, sauf apparemment pour les électeurs, je rappelle avec cette délibération sur la boxe, et je rappelle, puisqu'on prend tous des exemples d'assemblées, de vote contre nature ou autre, qu'aujourd'hui, c'est chez eux. Contre nature politique. Contre nature politique. Voilà. Je tiens quand même à leur rappeler par rapport à cette délibération que jusqu'à aujourd'hui, c'est chez eux que sont les gifleurs et pas chez nous. Merci, monsieur le maire. Petite précision. D'abord, ça fait plaisir que vous soyez allé autant vous renseigner sur le Graines de Champion. Merci. C'est une belle association. Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. On parle d'une subvention, si vous avez bien entendu, à l'occasion de ce cas-là. Vous parlez de leurs actions. Et c'est vrai que les actions sont toutes louables. C'est une action. On subventionne un gala, on les subventionne pas pour aller. C'est une subvention d'action. C'est pour ça que je précise. Et quant à l'intervention en prison dont vous parliez, il y a eu lieu, je trouve que c'est bien d'avoir marqué, il n'y a pas caché. Il faut savoir que j'aurais posé la question, c'est pour ça que je peux vous répondre. C'était pas du tout sur la boxe, nous ici pratique, les hommes, les femmes, la boxe, c'est pas l'apprentissage de la violence. Pour ceux qui l'ont pratiqué, la boxe, c'est un art. L'art, on l'appelait, c'est pas de la violence. Le choix des détenus, comme vous dites, il est fait par l'administration pénitentiaire en l'espèce. Et là, il ne s'agit pas du tout d'une action un petit peu extrême comme on a pu voir les dévoyer dernièrement. Il s'agit d'une action choisie par l'administration pénitentiaire pour des détenus qui sont déjà dans un processus de réhabilitation et pour lesquels l'apprentissage de la discipline à travers la pratique pugilistique, c'est-à-dire la boxe, était estimé comme une des voies d'amélioration. C'est-à-dire que c'est l'administration pénitentiaire qui choisit à un moment donné des détenus qui, parce qu'ils sont sur une voie de
Heureusement qu'il faut espérer quand même que la prison a vocation à réinsérer les gens. C'est une des voies. Mais je veux dire par là qu'attention, on n'est pas du tout, je ne veux pas aller sur un terrain, vous pouvez peut-être imaginer, des actions extrêmement particulières qui ont eu lieu, qui ont été diffusées sur Internet. Ça n'a rien à voir. Et en plus, nous, notre action est ciblée sur un gala de boxe. Mais à l'occasion, c'était important de le préciser. Vous avez la parole, monsieur. Oui, moi je partage ce que vient de dire M. Bonnet, c'est une boxe éducative. Et donc tout ce qui est éducatif est bon à prendre, y compris et surtout dans le milieu carcéral. Donc voilà, mais je m'excuse M. le maire, mais il y a une remarque de M. Kutsef que je ne peux pas laisser passer. Non, effectivement, une gifle à une femme, c'est tout à fait condamnable, je la condamne, nous la condamnons. En revanche, il y a eu ici des condamnations de justice, pas très loin d'ici, dans les Bouches-du-Rhône, contre des membres de l'extrême droite. Et c'est la justice qui s'est prononcée. Donc, oui, nous combattrons cette extrême droite-là, parce qu'elle est condamnée, parce qu'elle est condamnable sur les violences. Pas moi, pas nous. Allez. Mais merci M. Bonnet de ces explications. Nous allons du coup changer notre vote pour le gala et nous allons voter pour. Oui, c'est une gala. Voilà. C'est pas, on ne les subventionne pas pour aller en prison. Et merci de votre vigilance sur cette association. Qui est favorable? Défavorable? Abstention. Vous voyez, il y a l'unanimité. C'est bien. C'est pas contre nature. Hein. Mais ça vous a pas plu contre nature. Hein. Et pourtant, j'aurais pu employer le mot choquant, mais je préférais employer le mot contre nature politique. Je le précise. Oui. Bah, écoutez, vous n'y êtes pas habitué, puisque vous n'y avez jamais siégé. Mais moi, j'ai siégé 30 ans au Parlement. J'ai jamais vu l'extrême droite et l'extrême gauche voter ensemble. Voilà, de tout. Voilà. Donc, merci, monsieur le maire. En 30 ans. Et là, je l'ai vu. À la télé. Là, ah oui. Monsieur le maire, Du là, Bédard, vous avez vu oui. le Rassemblement national voter une motion de censure. C'est pas pareil. Parce que c'est pas voté ensemble. L'extrême gauche et l'extrême droite ont voté ensemble. Parce que, qu'est-ce que l'alternative? C'est interdire le vote au-dessus du Rassemblement national. Je peux commander l'actualité aussi. Vous avez parlé ça serait bolchevique, ça. C'est vrai que ça serait une méthode de communiste. Si vous souhaitez, oui. Allez. Ils n'ont pas de leçon à recevoir des gens qui ont créé leur Rassemblement national sur les bases des collaborateurs. Allez. Il y a du sang entre nous. Allez, Josie. Mais, M. Navarra, allez. Je vous Bédard, je vous Il y avait un président qui travaillait pendant la guerre pour le sécurité allemande. Et on va pas se... Soviétique en 40. Moi, ma famille, est-ce que vous pourriez faire la police, monsieur le maire? Allez, Josie, mettez le calme dans l'Assemblée. Allez, Josie. Avec, voilà, écoutez Josie, qui est une femme... On va parler des jeunes, justement, ça va très bien. Donc, cette délibération propose de faire évoluer la carte jeune. Cette carte jeune existe depuis 2013. Alors, on vous propose d'étendre l'âge des bénéficiaires de 25 ans actuellement jusqu'à 30 ans, de mettre à jour les lieux de souscription de la carte jeune, de préciser le règlement de participation au jeu concours et d'approuver le règlement d'utilisation du dispositif carte jeune. Écoutez, aujourd'hui, il y a vraiment près de 10 000 inscrits. Voilà une bonne chose. Tout le monde se rassemble. Allez, qui est favorable? Défavorable. J'étais certain que Josie allait apporter du calme. Allez, à 15-02. On passe de 25 à 30 ans. Le problème, c'est que comme ça se fait dans le temps et qu'on vieillit, on ne sera jamais rattrapé par la carte jeune. Hein. C'est un drame pour moi. Mais après, la carte c'est dehors. Voilà. Allez, on continue à 02. Voilà. Alors là, c'est juste une signature de convention entre la ville de Toulon, le Centre d'information de documentation jeunesse, le Centre régional d'information jeunesse relative au relais Eurodesk en région pour les structures labellisées information jeunesse. Il y a un excellent travail qui est fait à la maison de l'étudiant et je félicite notre chef. Voilà. Et moi et mes équipes, parce que toutes ceux qui pourraient le faire,
Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie. Christophe. Merci Monsieur le maire. On vous propose d'attribuer deux subventions, l'une de 1 500 € pour l'association des commerçants des routes et l'autre de 15 000 € pour celle du Mourion, un total de 7 500 €. Qui est favorable? Oui. Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Et je vous en remercie. D'ailleurs, Madame Garandi, elle avait des neveux. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y avait l'association des commerçants du Mourion qui, je rappelle, la jeunesse. Carte jeune. Bon, il a été président. Salut, il a été le président de l'association des commerçants du Mourion. Allez, Christophe. Merci, Monsieur le maire. Elle est toujours jeune. On vous propose d'attribuer une subvention à l'association Sous les Lumières de Provence qui s'occupe de la gestion et de l'animation de la crèche de Noël pour un montant de 5 000 €. Qui est favorable. Ah, vous voulez parler de favorable ou vous votez? Oui, et nous voterons bien évidemment cette subvention traditionnelle en notant juste un changement de terminologie. Alors, je sais que c'est bien la crèche qui est maintenue, mais historiquement, je reprenais la délibération de 2017, on votait pour l'installation de la crèche provençale animée. Est-ce que c'est la pudeur liée au terrorisme intellectuel ambiant que je peux comprendre en partie? C'est M. Hadès qui est propriétaire de la crèche et qui la dénomme aujourd'hui Sous les Lumières de Provence. Non, pardonnez-moi. Sous les Lumières de Provence, on a toujours délibéré là-dessus. Avant, elle s'appelait. Enfin, moi, ça ne me dérange pas qu'elle s'appelle la crèche. Bien sûr, et c'est purement la délibération. C'est purement la délibération municipale. Je ne parle pas du tout de ce que les Lumières de l'association Les Lumières de Provence ont demandé. En 2017, notre délibération, c'était la crèche provençale animée. Ça devient le village provençal traditionnel. C'est la même chose. Et on loue d'ailleurs cette initiative qui est à la fois ludique, bénéfique, qui permet d'emmener sur ce marché de Noël, au-delà des animations, en plus le fond de ce qu'est Noël. Mais c'est l'occasion de dire qu'effectivement, nous le voterons favorablement, car il n'y a pas de terrorisme intellectuel qui devrait nous empêcher de louer et de mettre en avant nos traditions, y compris même si on décidait peut-être de mettre une petite crèche dans le hall de cette mairie, de ce bâtiment municipal, que c'est beau Noël et que les ayatollahs de la laïcité extrême cessent de nous emmerder. Vive la crèche de Noël. Soyez polis. Allez, il y a des arbres de Noël, il y a la crèche sur la place de la Liberté, magnifique d'ailleurs, crèche animée. Voilà. Ouais. Christophe, on va le charger. Allez, qui est favorable à la crèche de Noël? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Éric. Voilà une bonne chose. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour le site Notre-Dame-de-Grâce, des Grâces, situé le chemin du Temple. Et l'objet, c'est d'optimiser les locaux pour accueillir plus d'associations. Voilà. On va créer des locaux associatifs. Notre-Dame-de-Grâce, Garde-Sauveur, qui est favorable. Défavorable, abstention, c'est adopté. C'est pas terminé. Madame Roussel a demandé à poser une question orale. Je lui cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Pour introduire ma question, je reviens sur vos propos du précédent conseil municipal, notifié dans le PV adopté ce jour. En réponse à ma demande, vous aviez expliqué avoir accordé jusqu'à 2 bureaux à chaque formation ou liste d'opposition. C'était clair. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que je suis empêchée d'accéder à ceux accordés aux élus de la liste La France du Renouveau, dont je suis issue. Amaury Navarane a procédé sans mon consentement au changement des verrous, considérant que les bureaux sont dédiés exclusivement au Rassemblement national, donc à un parti politique. Cela va à l'encontre de vos directives, car une formation ou liste n'est pas un parti. Je me retrouve donc sans bureau fixe. Régler un divorce n'est pas toujours simple, mais il existe des solutions,
comme vous l'aviez proposé à M. de Palin, au cas où. Il faut savoir partager en bonne intelligence. Dans cette affaire, je ne souhaite que pouvoir faire mon travail d'élu. Et je suis pour l'apaisement, ce qui ne semble pas être le cas pour mes anciens colistiers. D'où la question orale de ce jour que je vous ai envoyée, à savoir quelles sont les modalités égalitaires définies d'attribution de locaux et de matériel pour chaque élu de l'opposition, étant donné qu'il n'y a pas de groupe d'opposition. Je vous remercie. Nous appliquons le règlement intérieur que je vais vous lire. Lors de l'élection des conseillers municipaux du 20 mars 2020, ça pour une fois je vais dire les choses comme elles sont. 3 formations politiques de l'opposition ont été élues. La liste du Rassemblement national, 4 élus. La liste Toulon en commun, 3 élus. La liste Un vrai cap pour Toulon, 2 élus. Conformément à l'article L. 2121-27 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font une demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. De plus, suivant les dispositions de l'article L. 2121-28 du même Code, dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter au groupe d'élus pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif. Ainsi, le conseil municipal a voté en septembre 2020 son règlement intérieur qui prévoit dans son article 22 que tout groupe d'élus doit réunir au moins 6 conseillers municipaux. À ce titre, le groupe d'élus dispose des moyens prévus à l'article L. 2121-28. Or, les formations d'opposition élues au sein du conseil municipal de Toulon ne comportent pas 6 conseillers municipaux et ne sont donc pas considérés comme un groupe tel qu'il ressort des dispositions du règlement intérieur. Néanmoins, la ville met à la disposition des 3 formations d'opposition des locaux à usage propre, 2 bureaux pour la liste du Rassemblement national comprenant 4 élus, un bureau pour la liste Toulon en commun comprenant 3 élus, un bureau pour la liste Un vrai cap pour Toulon comprenant 2 élus. La ville, vous le constatez, va donc au-delà des dispositions de son règlement intérieur, puisqu'elle donne les mêmes moyens matériels aux formations d'opposition, ce que j'approuve, je comprends. Voilà. Maintenant, il se trouve que vous retrouvez dans une position particulière, puisque vous sortez du groupe. Nous sommes 50 dans la majorité municipale. Il n'y a pas 50 bureaux pour ma majorité. On partage des bureaux, voilà, on partage des lieux communs. Il y a des salles qui sont mises à disposition, qui peuvent être mises à la disposition de chacun. La salle des commissions, lorsqu'elle est libre, elle peut être attribuée à un élu, quel qu'il soit majorité ou opposition, s'il veut recevoir, s'il veut faire une réunion et autres. On n'a jamais dit non à un élu de l'opposition. Voilà. Maintenant, il m'est difficile de donner un bureau à chaque élu. Je ne pourrais pas. On ne les a pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat sur les questions. Donc voilà.